Quelques portraits qui, au fur et à mesure, s'adaptent et changent selon les choses, les nouvelles que je vais aborder dans le texte. Et là, nous avons dans l'extrême gauche, en haut, vous la reconnaissez, notre Fatodium. Ensuite, Alain Mazampou, comme d'habitude, et Léonore Amiano, à droite. Alors, j'ai ajouté une nouvelle figure. C'est un Soudanais, il s'appelle Jamal Majoub, qui a écrit Là d'où je viens, qui est une brique. C'est vraiment un gros roman. C'est un roman de voyage, et nous allons voir pourquoi est-ce que je l'ai ajouté à ceci. Normalement, c'est quelqu'un qui est né en Angleterre, et après quelques péripéties, il est allé vivre, il vit actuellement en Espagne. Alors, le suivant, c'est quelqu'un le remet, Chikaya Otamsi, qui est un écrivain congolais qui est parti depuis très longtemps en exil et puis qui a été responsable à l'UNESCO. Enfin, voilà. Celui-là, c'est notre ami de toujours, Patrice Ngana, dont nous allons encore parler longuement aujourd'hui, parce qu'une partie de la théorie sur les écrivains, les héros des romans africains et de leur voyage, une partie, n'est-ce pas, de ces théories a été confectionnée par lui. En bas à gauche, ce visage vous dit quelque chose? C'est Bernard Dadier, qui est un Ivoirien qui a écrit Un nègre à Paris. Très beau roman, mais enfin assez bien choisi pour notre exemple aujourd'hui, puisque c'était à l'époque, c'était avant les indépendances, mais la même thématique a continué après. Ensuite, Nimrod, dont nous avons déjà parlé, et Boniface Moussa, qui est moins un écrivain qu'un chercheur. C'est quelqu'un qui a beaucoup publié sur la littérature africaine et qui a fait un livre magnifique, Le désir d'Afrique, qui est un de ses textes un de ses essais les plus importants et les plus documentés. Alors, le plan de l'exposé d'aujourd'hui, nous allons voir ça en trois parties, comme on a pris l'habitude de croire jusqu'ici. Donc la première partie, ce sera l'exil comme thématique littéraire. Et là, nous allons parler d'abord des pionniers, et ensuite nous parlerons de l'exil en tant que phénomène extérieur à l'Afrique, c'est-à-dire les auteurs ou leurs héros voyagent en dehors de l'Afrique, ou exil intérieur, c'est-à-dire que, par exemple, les héros romanesques quittent leur contrée et s'en vont errer ou s'en vont essayer de s'intégrer ailleurs que dans leur contrée natale. C'est qu'il y avait un roman comme Klimbié, justement. Klimbié. Par contre, cet exil intérieur où ce garçon quitte la Côte d'Ivoire et s'en va étudier à l'école William Ponty du Sénégal. C'est une école très célèbre par où sont passés la plupart des leaders de l'Afrique de l'Ouest. C'est très connu, William Ponty à Dakar. Alors, en deuxième partie, nous verrons l'exil comme voyage originaire. Nous allons expliquer cela. L'essentiel de cette notion, c'est que on a l'impression, ce n'est plus tout à fait vrai, en tout cas c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, mais pendant tout un temps, l'exil des écrivains comme des héros suivait la route coloniale, si je puis dire. C'est-à-dire que les francophones allaient à Paris ou à Bruxelles,
les anglophones allaient en Angleterre, aux États-Unis. J'allais presque dire les germanophones, puisqu'il en reste quelques-uns, allaient en Allemagne. Et nous avons par exemple l'exemple de Théo Analisso, qui est un Togolais. Et nous savons que le Togo avait été occupé par l'Allemagne pendant quelque temps, avant la Première Guerre mondiale. Et c'est alors assez étrange que des gens comme cela, d'ailleurs l'histoire même de Patrick Nganang est assez emblématique sur ce point de vue, parce que Patrick Nganang est allé faire naturellement ses études en allemand en Allemagne. Et donc, ça semble dessiner le fait que le Cameroun a été à un moment donné une concession allemande, et que donc, tout naturellement, malgré que, après la Première Guerre mondiale, on a arraché à l'Allemagne toutes ces concessions, toutes ces possessions coloniales, qu'on a redistribuées, certaines ont échu d'ailleurs à la Belgique, hein, le Rwanda et le Burundi, qui étaient des possessions allemandes avant la Première Guerre mondiale. Et donc, à l'issue de la Première Guerre mondiale, on a arraché à l'Allemagne ses possessions africaines, notamment la Namibie, le Togo, une partie du Cameroun, et le Rwanda et le Burundi. Donc, comme on le sait, le Rwanda et le Burundi ont échu à la Belgique. Et puis alors, le Cameroun est devenu français, la Namibie a été donnée à l'Afrique du Sud, etc. Voilà. Donc nous sommes là dans une espèce de voyage originaire. Et alors nous verrons bien ce que cela signifie par rapport au lieu d'origine, c'est-à-dire ceux qui partent de l'Afrique, par exemple, ceux qui ont été colonisés par les Français, partent vers la Belgique ou la France, et peut-être un petit peu vers la Suisse, en tout cas tout ce qui est francophone. Et alors, comment ils se comportent par rapport au lieu d'origine, ça veut dire là d'où ils sont venus, comment ils envisagent cette relation. Ensuite, au lieu d'arrivée, comment s'intègrent-ils au lieu d'arrivée? S'ils partent du Cameroun, qu'ils partent du Congo, qu'ils partent de la Côte d'Ivoire et qu'ils vont s'installer ailleurs, notamment en France, comment agissent-ils par rapport au lieu d'arrivée, c'est-à-dire la France? Comment agissent-ils par rapport au lieu de départ, c'est-à-dire leur pays, la Côte d'Ivoire, etc. Donc il y a la littérature du lieu d'origine. Il y a la littérature du lieu d'arrivée et il y a la littérature du chemin. Mais comme on le verra, jusqu'à présent, très peu d'Africains sont attachés à la littérature du chemin. Je vous le dis déjà, moi je m'en ai trouvé l'exemple le plus intéressant pour moi et le plus emblématique, c'est justement celui de Jamal Malou, qui a écrit ce livre Là d'où je viens, mais en réalité, bien sûr, il parle du Soudan, mais son roman concerne plutôt une espèce de voyage initiatique, puisqu'il voyage avec son fils Yassine, des voyages qu'il a fait à travers l'Europe, visitant simplement l'Europe. Et à la limite, on dirait qu'il a échoué en Espagne par hasard. Il avait un de ses frères là-bas qui était en prison pour des affaires de drogue. Et bien voilà, il est allé en Espagne et puis on ne sait pas trop bien pourquoi, et bien il s'est installé là. Donc ça, c'est vraiment le type de roman lié au chemin, pas à l'arrivée ni au départ. Parce que nous savons que le départ, c'est le Soudan et l'arrivée, c'était la Grande-Bretagne. Et là, nous ne sommes ni dans l'une ni dans l'autre, ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, il y a une erreur, évidemment, puisqu'il manque le numéro 3 romain, hein, exil comme situation de l'écrivain. Ça, c'est ma faute, évidemment. C'est le moment où il faut compter 3 tirés. Donc, exil comme situation de l'écrivain. J'ai voulu, en dehors des, j'allais dire, des textes proprement littéraires, où on parle de l'exil et du voyage, j'ai voulu annexer cette problématique de l'exil comme situation de l'écrivain, parce que c'est quand même très caractéristique de la littérature africaine actuellement. On a beaucoup de textes des écrivains
africain écrit à partir de la diaspora. Cette diaspora peut être française, peut être belge, tiens, peut être suisse. Suisse, nous parlions tout à l'heure avec Dominique d'un écrivain, Max Lob, qui justement habite en Suisse et qui écrit des très très beaux textes dont nous allons peut-être parler tout à l'heure. Eh bien, il est quand même très peu d'analystes africains. Quand je dis analystes, ça veut dire des gens qui font des théories sur la littérature africaine. Très peu se sont vraiment intéressés à la question actuelle qui est celle de savoir quand même que beaucoup de textes de la littérature africaine sont quand même écrits de l'extérieur. Énormément de textes. Ils sont écrits en France, en Belgique, en Suisse, à Londres, et maintenant même de plus en plus aux États-Unis. Parce que comme nous le savons, Alain Mabankou est installé aux États-Unis. Patrice Nganam lui-même, n'est-ce pas, il est installé là, mais nous en avons d'autres. Nous avons José Tsongo Achisungu, qui est un Congolais qui est installé au Canada. Mais Abdourahmane Ouaberi, il est actuellement professeur aux États-Unis aussi. Donc voilà, c'est tous des écrivains majeurs de la littérature africaine qui sont installés ailleurs. Et on ne peut pas dire, pourquoi il faut en parler, on ne peut pas dire que cela n'influence pas leur écriture, ni leur thématique, ni leur manière d'écrire. D'ailleurs, Léonard Amiano le dit fort bien. Donc, du point de vue esthétique, nous allons y arriver. Donc, du point de vue esthétique, elle est bien forcée, n'est-ce pas, puisqu'elle est intégrée au marché du livre de Paris, de respecter, j'allais dire, un certain code pour non seulement être publié, mais être lu. En France, on sait notamment qu'un de ces livres, j'oublie lequel, mais un de ces livres a été proposé comme concours des lycéens, donc au programme français. Voilà. Tout ça, d'ailleurs, Samy Tchak en a énormément parlé aussi, en disant que la plupart des stratégies, comme nous allons le voir par la suite, la plupart des stratégies des écrivains tiennent compte quand même de cela aussi. Parce que, on a beau être un grand écrivain, mais il faut faire bouillir sa casserole, et donc il faut vendre ses bouquins. Et pour les vendre, il faut quelque part entrer dans une politique du marché du livre. Voilà. Voilà les 3 points sur lesquels nous allons nous appesantir. L'exil comme situation d'écrivain, donc nous parlerons des écrivains de la diaspora et accessoirement de la langue ou des langues d'écriture. Alors, l'exil comme thématique littéraire, nous avons pris l'habitude maintenant de commencer par une parole d'écrivain, une parole d'auteur, et ça c'est plutôt l'essayiste Boniface Moussa qui écrit dans son livre Désir d'Afrique, d'Ovide à Milan Kundera, en passant par Alexandre Solzhenitsyn, l'exil domine l'histoire de la littérature. Il en est de même de la littérature négro-africaine où l'exil est à la fois un fait et un thème récurrent qui s'explique en partie par des raisons historiques. Mais le thème de l'exil n'est pas évoqué de manière identique dans tous les textes africains. Il parle évidemment d'Ovide. Ovide, c'est un, vous savez, ce fameux auteur latin, enfin romain, qui à son époque déjà, je ne sais pas ce qu'il avait fait à l'empereur Auguste. Il a été exilé dans une île en face de la Roumanie. Il a tout fait pour entrer à Rome, mais il avait interdiction de rentrer à Rome. Et donc il s'est morfondu dans une espèce de nostalgie invraisemblable. Maintenant, on le soupçonne d'avoir fricoté un petit peu avec la fille, je crois qu'elle s'appelle Julie, la fille de l'empereur Auguste. Ça, on ne sait pas si c'était vrai. Mais on le soupçonne aussi d'avoir écrit l'art d'aimer. Hein. Vous savez, Ovide a écrit les Métamorphoses et puis l'art d'aimer. Et dans l'art d'aimer, il paraît que le livre était très mal tombé à l'époque parce que l'empereur Auguste essayait de restaurer les valeurs morales à Rome qui s'était complètement dévoyée. Eh bien, et lui, il ramène cet art d'aimer qui était quand même, à la limite, je ne dirais pas de la pornographie, mais quand même. Donc voilà, pour plusieurs raisons. Bref, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que
Mongo Moussa va prendre cet auteur dans l'Antiquité romaine pour dire en fait que la thématique de l'exil en littérature n'est pas neuve, parce que cet auteur, ce fameux auteur Ovide, a connu cela. Milan Kundera, vous savez, c'est ce Tchécoslovaque qui a été quasiment exclu de la Tchécoslovaquie, pendant la Tchécoslovaquie communiste. Il est venu s'installer en France et il a pris la nationalité française d'ailleurs. Sa thématique principale a toujours été, n'est-ce pas, la thématique de la liberté dans son pays natal. Voilà, ça ce sont des exemples, mais comme nous le voyons ici dans la suite, c'est que pour l'Afrique c'était quasiment pareil. On retiendra, c'est toujours notre Boniface, on retiendra que c'est notamment à Paris que le Guyanais Léon Gontran Damas, le Martiniquais Aimé Césaire, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor jettent les bases de la négritude. La négritude est quand même le mouvement, je vais dire, de départ le plus important de la littérature africaine. Eh bien, la négritude est née au bord de la Seine. Pas au bord du fleuve Congo, ni au bord, je ne sais pas moi, du Niger, mais au bord de la Seine. Donc là, c'est quand même déjà quelque chose d'assez important que la littérature africaine soit née à Paris. Je veux dire, le gros du mouvement de la littérature. Et alors, si on cite les autres écrivains majeurs, la plupart du temps, ils ont écrit en exil, pas en exil, mais enfin en déplacement. Ils n'étaient pas en Afrique. Au moment où ils produisaient le gros de leur travail, Tchika Tamsi n'est quasiment jamais rentré au Congo. Il a fait toute sa carrière à l'extérieur. Et pourtant, il n'a jamais cessé d'écrire sur le Congo. Congo colonial, Congo pré-colonial, Congo post-colonial, toute sa littérature de Tchika Tamsi, qui est un Congolais de Brazzaville, a toujours concerné le Congo. Mais il n'y a quasiment jamais plus mis les pieds depuis qu'il est parti s'installer en France. Et puis il a travaillé à l'UNESCO en Suisse, etc. C'était un grand, je veux dire, un grand fonctionnaire à l'UNESCO. Et bien, Mongo Betty, notre fameux Alexandre Bindi, qui est un Camerounais, ben, il est parti aussi s'installer en France pendant des années. Il était même enseignant dans une école secondaire là-bas. Il n'a remis les pieds au Cameroun que, je crois, dans les années 80, qu'il est revenu avec sa femme, Tobner, je crois, s'installer au Cameroun. Mais la majeure partie de ses œuvres, il les a quand même produites à l'extérieur. Il était même inscrit, en tout cas quelques-uns de ses livres, étaient inscrits au programme français. Voilà. C'est cette réalité que Boniface Mongo Moussa veut souligner. Et il est quand même assez étrange que les analystes de la littérature africaine jusqu'aujourd'hui n'aient pas réfléchi à ce phénomène-là. Est-ce que ce phénomène a influencé quelque part la littérature africaine ou non? C'est aujourd'hui qu'on commence à se poser la question, et notamment moi je me pose cette question véritablement. Pour voir, d'ailleurs Samichak aussi revient régulièrement sur cette problématique de la production des œuvres à l'étranger. Je ne veux pas dire qu'en Afrique on n'écrit pas. Il y a des écrivains qui écrivent en Afrique, mais ils sont très peu connus, pour plusieurs raisons, parfois très peu diffusés, s'ils écrivent vraiment en Afrique, avec des exceptions notables, telles que Boris Boubacar Diop, n'est-ce pas, qui est toujours installé au Sénégal, mais qui quand même très régulièrement fait des tournées mondiales pour aller présenter ses livres à gauche et à droite. Certains l'ont vu, je crois, il y a 2 ans. Il y a une fois, dans un des cours précédents, nous avons organisé une séance en présence de Boris Boubacar Diop. Avec l'Enfant Noir. Pendant qu'il écrivait l'Enfant Noir, il était à Paris. Magnifique livre qui raconte l'histoire d'un jeune enfant dans son village africain. Écrit d'ailleurs sur le mode de la nostalgie, se rappelant, n'est-ce pas, toute cette vie
absolument intéressante et pleine d'émotions de son village africain. Et voilà. Donc, mais quand Camara a écrit ce livre, il n'est pas en Guinée, parce qu'il est originaire de Guinée, il est Conakry. Il n'est pas en Guinée, il est à Paris. C'est pour ça que les textes phares de la littérature africaine, ceux qui ont vraiment fondé l'origine de la littérature africaine, à part celui de 1921 de notre ami René Maran, quand je dis à part, ce n'est pas vrai, puisque ce texte est sorti à Paris aussi, Batouala, ou le véritable roman nègre, qui est le roman dont on pourrait dire qu'il est fondateur de la narration africaine. Batouala est sorti à Paris, puisque notre ami René Maran était un fonctionnaire colonial installé avec ses références à Paris. Il a travaillé notamment en Centrafrique, mais sa base c'était à Paris. La preuve est d'ailleurs quand il a perdu son boulot, il est rentré s'installer à Paris. C'est là qu'il a fait toute sa carrière littéraire. Alors, Aimé Césaire, Cahiers d'un retour au pays natal, en 1947. Une version est sortie dans une revue en 35 ou en 36, non, en 37. Mais 1947, c'est vraiment la publication sous forme de livre. Alors, Pigment, qui est, j'allais presque dire, le premier texte de poésie de la littérature africaine, est sorti également à Paris, celui de Léon Gontran d'Arras, en 1937. Et Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor. Vous savez, Léopold Sédar Senghor, non seulement il a fini ses études à Paris, mais il a été, puisqu'il a dû, à un moment donné, changer des nationalités, prendre la nationalité française, quand la guerre est arrivée en 1940, il a été enrôlé dans l'armée française. Et très vite, n'est-ce pas, il a été arrêté sur les fronts, déporté en Allemagne, il faut plutôt garder comme prisonnier en France. Et il en a profité pour écrire, n'est-ce pas, dans ses heures de solitude de prisonnier, il en a profité justement pour écrire Chant d'ombre. Et donc, dès que la guerre est finie, 1945, paf, il nous donne cette brique-là de Chant d'ombre. Des très beaux poèmes, notamment en racontant sa captivité. Ce que je veux dire ici, c'est que les textes phares de la littérature africaine, francophone, n'ont pas paru d'abord en Afrique. Ils ont paru à l'extérieur, et notamment en France. Alors, ces fameux pionniers dont je vous parle, le tout premier, c'est toujours Langston Hughes. Moi, je le garde parce qu'il est venu s'installer à Paris et il a influencé tout ce beau monde dont je parle, ceux qui sont en bas. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran d'Arras. Ils ont été fort influencés, ils le reconnaissent eux-mêmes, par le poète noir américain Langston Hughes, qui a fui évidemment après le mouvement de la négro-renaissance à New York, qui a fui et qui est venu s'installer, qui a fui, si vous voulez, le racisme encore pur et dur qu'il y avait aux États-Unis, malgré qu'on avait proclamé la fin de l'esclavage, mais enfin, rien n'a changé dans les mœurs. Et il trouvait qu'à Paris, il y avait une atmosphère un peu plus libre par rapport à ce phénomène de racisme. Donc il est venu s'installer là. Le deuxième, c'est Claude Marquet, qui a écrit Banjo et qui lui aussi a été notamment docker à Marseille. D'ailleurs, ce livre va influencer un autre docker de Marseille, qui est le fameux Sembélé Ousmane, qui a écrit justement un livre, les dockers. Mais il a un peu imité, si vous voulez, Claude Marquet. Claude Marquet est d'origine jamaïcaine, mais il est longtemps resté aux États-Unis. Et il a travaillé dans le port de Marseille. C'est là qu'il a... c'est le décor de son roman, Banjo. Alors, René Maran, c'est celui dont je parlais, donc avec Batouala, et nos trois précurseurs de la négritude, Aimé Césaire, Senghor et Léon Gontran d'Arras. Alors, je parlais de l'exil extérieur.
Nous avons parlé un petit peu de la théorie, n'est-ce pas, avant, et ce que nous venons de voir, la pratique déjà des écrivains, mais ça nous donne une idée de la théorie, et on pourrait se poser la question de le départ, de savoir pourquoi les grands textes de littérature africaine sont en fait des textes expatriés, se font à l'extérieur. Alors, donc, c'est justement de ça, l'exil, Bernard Tadier, Un nègre à Paris, ça c'est un magnifique bouquin parce qu'il met en scène justement un petit peu comme dans L'être personne, c'est ça. Mais qui donnait un point de vue extérieur, exotique on va dire, par rapport à la réalité. Quand on lit comme des gens comme Michel Léry, c'est des gens qui ont écrit sur l'Afrique, des Européens qui ont écrit sur l'Afrique, ils ont justement ce regard exotique. Donc ils observent, on dirait, une armée de fourmis dans un bocal, n'est-ce pas, en train de tourner en rond. Donc ils observent un peu les Africains de cette façon-là. Ah, voilà comment ils agissent, voilà comment ils font. Ah tiens, c'est comme ça qu'ils se marient. Ah tiens, c'est comme ça qu'ils mangent. Et j'arrête là parce qu'il y a pire que ça. Donc, et lui, donc, il fait la même chose. En fait, un nègre à Paris, donc il va à Paris, il va voir comment il met un peu les Parisiens dans un bocal aussi. Et il regarde comment ils vivent, leurs mœurs, etc., comment ils se marient, comment ils font ceci. Donc il essaie un peu de repliquer avec ce regard exotique qu'on a eu tout le temps. Mais vous savez, les regards exotiques dans la littérature européenne datent d'il y a très très longtemps. Quand on voit Candide de Voltaire, là c'est l'exemple type même avec Vendredi, de la manière dont on observe soi-disant les indigènes ou bien les gens étrangers par rapport à soi. Et alors Ferdinand Oyono, qui a écrit Chemin d'Europe, c'est toujours là son héros, c'est justement quelqu'un qui se bat d'abord en Afrique pour pouvoir trouver une bourse parce qu'il est attiré absolument par ce voyage vers Paris. Au fond de cette quête, c'est toujours de dire les blancs qu'on voit en Afrique, c'est un peu des postes avancés des vrais blancs, les vrais blancs qui habitent, eux, dans les capitales là-bas. Donc si on veut vraiment avoir la réalité blanche, il faut aller au centre, il faut aller dans les centres. C'est d'ailleurs un petit peu la thématique en 1961 avec Cheikh Hamidou Kane, avec l'aventure ambiguë. C'est aussi quasiment ce phénomène de dire on a vu les réalisations et entre guillemets les dégâts, n'est-ce pas, que l'Europe a fait en Afrique, mais pour arriver à bien maîtriser ces gens qui nous ont mis en échec, dit Cheikh Hamidou Kane, il faut aller chez eux, n'est-ce pas, pour apprendre leur science, la science de la victoire, même une victoire usurpée, même quand on n'a pas raison, on gagne, parce que leur problème c'est l'efficacité, c'est pas le bonheur, ce n'est pas le sens de l'action, c'est l'efficacité, hein? Comment vaincre. Et donc la grande royale dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane dit justement, laisse ce garçon, hein, au lieu qu'il aille se morfondre à l'école coranique, il ne s'y morfondait pas du tout, hein. Il adorait l'école coranique, mais la grande royale lui a dit, mais ça c'est la science des perdants. Il faut prendre la science des vainqueurs et donc se déplacer, aller au centre. Et quand on va au centre, il faut étudier la philosophie. Parce que c'est dans la philosophie qu'il y a tout le secret de la réussite occidentale. Quelqu'un comme Yambo Ologem, pour ceux qui ont lu Devoir de violence, dont on a souvent parlé, n'est-ce pas, dans nos cours de littérature, c'est presque le même phénomène. C'est-à-dire le héros Spartacus Kassoumi de ce livre Devoir de violence doit se déplacer. En fait, ce livre est une histoire des dynasties régnantes et de leurs exactions tout au long de l'histoire, presque à partir du XIIe siècle.
Il raconte l'histoire des rois africains, d'ailleurs, avec une lucidité qui lui a coûté cher, parce qu'il essayait de démystifier, d'après lui, tous les mensonges amenés par la négritude. La négritude qui racontait qu'en Afrique, il y avait l'âge d'or. Et lui dit, mais il n'y a pas d'âge d'or du tout. Il plante un royaume, celui du Naken. Et au long des années, il raconte comment ce royaume vivait par l'épée et par le sang, en tuant autour de lui, etc., en faisant des conquêtes qui faisaient des victimes nombreuses, etc. Donc pour justement contrer le discours, d'après lui, mensonger de la négritude. Mais ça lui a coûté très cher, comme je vous l'ai souvent dit. Mais son héros, son dernier héros, Spartacus Cassoli, va quand même à Paris pour étudier à Paris aussi et ramener cette science blanche en Afrique. Donc nous pouvons dire qu'à ce niveau, n'est-ce pas, l'exil extérieur est surtout un exil de, quelque part, d'un essai de démystification du blanc comme tel, et aussi l'apprentissage de la force, de l'efficacité. Et ça, c'est très bien illustré dans l'aventure en Guyane. Il y a eu quelquefois des textes parlant d'exil intérieur. Et là, c'est souvent à partir des indépendances. Très peu de temps après les indépendances, et je dois dire au bout de la, au bout de la première décennie après les indépendances, donc on est là aux alentours des années 70, mais rappelez-vous que le premier coup d'État qui s'est passé au Togo est quand même en 1963 déjà. Mobutu prend le pouvoir en 1965. Mais toutes ces démocraties fragiles sorties des indépendances traînent encore jusqu'en 1970. À partir de 1970, l'Afrique entière est envahie, n'est-ce pas, par des responsables galonnés. Hein. C'est qui est mon général, qui est mon caporal, qui est mon ceci, etc. C'est presque partout. Ce qui fait que l'exil ou le voyage n'est plus simplement extérieur parce qu'on allait à Paris admirer les mirages de Paris, mais à l'intérieur même, les intellectuels ne peuvent plus vraiment continuer à rester longtemps dans leur pays. Et ça a été presque un mouvement général. Quand je vous cite William Sassine, le pauvre William Sassine, qui a fait tous les pays africains quasiment se cachant à gauche, se cachant à droite, etc., parce qu'il a osé s'attaquer à la dictature de Sékou Touré, qui était le président à l'époque, le dictateur, j'allais dire, de la Guinée-Conakry. Non seulement William Sassine, mais Tierno Monenemo, qui est du même pays. Il a traînaillé dans quelques pays africains, puis il a fini par s'installer à Paris. William Sassine, lui, il est allé à Paris, bien sûr, mais ça ne lui plaisait pas beaucoup. Il a été au Mali, il est resté au Mali, il est resté en Côte d'Ivoire, il est allé un petit peu au Sénégal, etc. Notre ami ici, Gassama Makilib, certains ont peut-être suivi de ses conférences, il est venu ici il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 3-4 ans qu'il est venu ici, avec Patrice d'ailleurs. Eh bien, Gassama, par exemple, m'a raconté des choses assez drôles sur William Sassine. C'était vraiment quelqu'un qui était, par ailleurs, un immense écrivain. Mais vraiment, si vous lisez n'importe quel livre de William Sassine, c'est une perle. C'est une perle. Mais il a été beaucoup tourmenté par la dictature. Les problèmes de dictature. Lui-même était un homme très très tourmenté parce que il vivait déjà très très mal le fait qu'il était un métis, et pas n'importe quel métis, d'une Libanaise avec une Guinéenne, donc d'un Libanais avec une Guinéenne. Donc voilà, il vivait déjà assez mal tout ça. Mais du point de vue littéraire, ça a donné des résultats incroyables. Du point de vue de l'écriture, du point de vue de la force de planter des décors. Moi je pense qu'un des écrivains que vous pouvez lire avec beaucoup de bonheur très rapidement, c'est justement William Sassine. Le jeune homme des sables, etc. Donc toute cette série-là. Voilà.
voilà, eux, ils ont, si je peux dire, inauguré l'exil intérieur. Quand j'ai dit l'exil intérieur, ça veut dire qu'on ne quitte pas l'Afrique. Mais on n'habite plus dans sa contrée natale, on n'est plus dans son pays, la plupart du temps. D'ailleurs, le grand Amadou Kourouma, il a connu la même chose. Il a dû, à un moment donné, déjà dans les années 61, face à notre... autant qu'on appelait le dictateur éclairé, comment est-ce qu'il s'appelait le président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Eh ben, il a dû fuir son pays déjà dès les années 61, 62, etc. Il était soupçonné des coups d'État et tout en fait, en Afrique, ils inventent toujours quelque chose pour pouvoir vous accabler. Et donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous mettre rapidement à l'abri ailleurs que dans votre pays. Dans son cas, l'exemple même de son héros, Fama Doumbouya, qui montre très clairement le fonctionnement artificiel des frontières africaines. Vous savez que beaucoup de peuplades, allez, c'est un mot péjoratif, beaucoup de peuples africains sont soumis à cette espèce de plaquage, je veux dire, des frontières venues de l'extérieur. Ils se retrouvent un peu prisonniers. Et vous trouvez ça dans tous les pays africains. Si je donne l'exemple du Congo que je connais le mieux, vous avez par exemple la tribu Runda, les Lunda comme on les appelle, c'est une très 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 grande ethnie africaine, congolaise. Eh bien, elle se retrouve autant en Angola qu'au Congo-Kinshasa, qu'en Zambie. Si vous avez la tribu, vous prenez n'importe quel les Congos, eh bien, ils sont autant au Congo-Kinshasa qu'en Angola, qu'au Congo-Brazzaville, voire même au Gabon. Tous ces gens-là sentent qu'ils font partie du même peuple, parce qu'ils ont la même culture, les mêmes valeurs, etc. Mais non, aujourd'hui c'est devenu impossible. La capitale du royaume Congo était, qui donne d'ailleurs le nom au Congo, aux deux Congos, était San Salvador et c'était en Angola. Bah non, plus personne ne peut y aller comme ça, il faut un visa pour aller dans votre capitale ethnique. Voilà un peu la situation en ce qui concerne l'exil intérieur, et ça revient dans beaucoup de romans. Passons à l'exil extérieur choisi. C'est un peu une expression tortueuse, parce qu'en réalité, ce que je veux dire ici, il faudrait prendre le mot exil non pas dans le sens de la contrainte. C'est pour ça que je dis que c'est un peu malheureux, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est simplement un mot. On s'expatrie. On s'en va vivre ailleurs pour plusieurs raisons, pas simplement parce que vous avez été torturé dans votre pays ou que vous avez subi des exactions comme on a connu pendant tout le temps de la dictature, où beaucoup d'écrivains, surtout dans les années 80, 70-80, où beaucoup d'écrivains ont quitté le continent africain pour plusieurs raisons, notamment des raisons sécuritaires, pour aller s'installer ailleurs. Mais ici, ce n'est pas une fuite, si vous voulez, politique ou autre. C'est vraiment un déplacement, et ce déplacement est multiple. On a autant les boat people qu'on voit à partir des îles Canaries que les autres qui partent normalement en avion et vont atterrir dans les capitales européennes. Mais il y a cette problématique très sérieuse de toute la jeunesse africaine. Bah, bon, il n'y a pas que les jeunes, mais surtout toute la jeunesse africaine qui tout d'un coup a perdu ses illusions pendant les années 70 et pendant les années 80, et même actuellement, et qui pour des raisons souvent économiques, de pauvreté ou de manque de perspective, veut absolument quitter le continent comme si c'était une terre en feu, pour aller ailleurs, chercher un avenir meilleur, chercher une autre façon de réaliser ses rêves de jeunes, ses rêves d'Africains. Le premier texte qui me venait à l'esprit, c'est celui d'Alema Bankou. Il dit, et ça, il le dit, c'est Alema Bankou qui le dit, c'est pas un héros à lui ou un personnage
d'un de ses textes, parce que le fameux Les sanglots de l'homme noir, c'est un essai. C'est donc, si vous voulez, une réflexion. Et alors, Alain Mabantou raconte à un moment donné, comme ça, que quand ils étaient jeunes, 15-16 ans, et lui il était à Pointe-Noire à ce moment-là, au Congo-Brazzaville, il écrit, entre jeunes, comme il se fréquentait, et lui, il promettait aux autres, je ne mourrai pas sans avoir mis les pieds en Europe. On voit bien que ça a été admirablement réussi. Et que non seulement il a conquis l'Europe, mais il a conquis l'Amérique aussi. Donc voilà, là nous avons, c'est ce que je vous disais, vraiment un rêve, quelqu'un qui veut réaliser ses rêves de jeune en disant voilà, je m'en vais à la conquête du monde, quoi. Mais, comme par hasard, je commence par le voyage originaire. Le voyage originaire, étant donné que le Congo-Brazzaville a été colonisé par la France, tout naturellement, là où aboutit les meilleurs des endroits de ses rêves, c'est ça que j'appelais justement le voyage originaire. Alors dans Abdoulaye Sadji, Nini, la mulatrice du Sénégal, j'ai dit voyage choisi, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman, qui date quand même, il y a quelques années déjà, d'Abdoulaye Sadji, qui est un Sénégalais. Donc, il raconte dans cette histoire, c'est vrai que la plupart des romans que j'ai lus de ce monsieur, il parle souvent des mésaventures des femmes. Si vous lisez l'autre roman, qui est Maïmouna, il raconte aussi l'histoire d'une jeune fille dans son village et qui va vers les mirages de Dakar. Et évidemment, le mot mirage est très bien placé ici parce que bon, le clinquant de la ville, etc., l'amène à des... Sadji est très moralisateur. Donc, cette femme qui perd ses repères du village, elle arrive en ville, un petit peu maladroite comme ça, comme une villageoise qui tombe en pleine lumière, et puis alors ça dérape, elle se chope une grossesse et le monsieur ne veut pas assumer, etc. Enfin, une série de malheurs. Elle est donc obligée de retourner dans son village. Nous avons là une espèce, si vous voulez, de voyage intérieur. On quitte le village, on va en ville, même en Afrique, il arrive que ça ne fonctionne pas. Donc elle retourne dans son village avec cette fameuse grossesse, elle devient une petite marchande quelque part parce qu'elle doit survivre, etc. Mais elle a évidemment complètement perdu ses illusions. La Nini mulatrice du Sénégal, le titre est très explicite, elle travaille quelque part dans un bureau et elle tombe amoureuse d'un Français, vraiment une espèce de blanc-bec venu récemment travailler à Dakar. Et aussi la Nini, elle espère qu'il y aura une issue heureuse à leur relation, mais non, le blanc-bec rentre à Paris, il épouse une blanche, les blanches, et il rentre avec elle au Sénégal, donc leur aventure s'arrête là. Donc de dépit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend l'immeuble familial de Dakar, et puis elle va s'installer à Paris. Nous avons là, si vous voulez, une structure, ce qu'on peut appeler un chiasme, c'est-à-dire il y a une rencontre entre les deux cultures. Je pourrais même dire ici entre une culture et demie, parce que c'est quand même une mulatresse. Donc elle a déjà des traits d'ailleurs. Mais c'est assez drôle que de voir cette femme qui a raté un mariage à Dakar, elle préfère tout zapper, tout effacer de l'Afrique et elle s'exile en France. Il y a toute une réflexion qu'on peut faire autour de ça. Est-ce qu'elle rentre rejoindre une idée d'elle-même qui est une idée européenne? Puisqu'étant métisse, elle a quand même deux sources identitaires. Laquelle elle a choisie, laquelle elle a préférée. Mais laquelle elle a préférée
tout en ayant été déçu par un Français donc, à Dakar. Hein. C'est un roman assez étrange. Alors, Fatou Diomé, que vous connaissez, avec Le ventre de l'Afrique, bon, je ne vais pas le commenter parce que j'imagine que vous connaissez ce texte. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, c'est bien l'occasion d'aller le lire. C'est un roman de nouveau basé sur l'exil, l'appel à l'exil, et notamment l'exil des jeunes, tel que j'en parlais au début, parce que le jeune frère de l'héroïne qui est allé s'installer à Paris et qui, elle, peut raconter à son jeune frère toutes les misères que vivent parfois les Africains dans les pays occidentaux quand ils n'ont pas de papier, quand ils ne savent pas s'intégrer entre guillemets, qu'ils n'ont pas de boulot, etc. Donc toutes ces misères qu'il rencontre, elle le dit à son frère, elle dit ne viens pas ici, essaye de réaliser ta vie là-bas, parce que tout ce que tu imagines ici, que c'est un bonheur offert sur un plateau d'argent, ce n'est pas vrai. Alors, Calixte Beyala, ça c'est une spécialiste évidemment des rencontres mixtes et des déplacements. Hein. La plupart de ces héros, et souvent des héroïnes d'ailleurs, quittent toujours le pays, et en l'occurrence le Cameroun, pour aller s'installer ailleurs et généralement à Paris ou en France. Notamment, moi je vous suggère ce roman Assaise africaine, qui raconte le roman d'une jeune femme qui en a vraiment vu de toutes, enfin une jeune fille au départ, hein, qui en a vu de toutes sortes. Elle a été d'abord prise dans son village, emmenée à Dakar, elle est devenue une espèce de domestique chez la famille, dans la famille à Dakar, mais très maltraitée, tout ça. Et puis, lorsqu'elle arrive en France, les malheurs continuent. On pourrait presque appeler ça les malheurs de Sophie, quoi. Hein, parce que c'est pour ça que j'ai dit Cendrillon africain, parce que chez Cendrillon, il y avait quand même eu un moment de rédemption, chez elle, il n'y en a pas eu du tout. Bessora, celle-là c'est une Gabonaise, enfin d'origine gabonaise, parce qu'en réalité c'est une Suisse, puisqu'avec ses parents, elle est installée en Suisse et c'est là qu'elle produit ses œuvres. Mais ce qui est intéressant, c'est son livre avec un titre tout à fait sobre, 53 cm, où elle raconte justement les démarches, les cauchemardesques d'une jeune fille, tiens, on parle de jeunes filles jusqu'ici, d'une jeune fille qui arrive à Paris et qui doit obtenir les papiers d'installation à Paris. Alors le fameux papier pour les obtenir, c'est la croix et la bannière. Et donc voilà, le fond de cette histoire, ce qui, de manière assez particulière, comme avec Fatou Diomé, fait allusion à l'actualité que nous connaissons de toutes ces nouvelles qui nous viennent d'Afrique souvent, de tous ces jeunes qui tentent l'aventure de traverser la Méditerranée ou de passer même par les îles Canaries, comme pour le Sénégal, en bateau, des situations très très précaires, évidemment qui sont montées en puissance avec les guerres de l'Orient actuel, mais vous avez toujours les jeunes de l'Érythrée qui partent en masse de leur pays parce qu'il y a un imbécile au pouvoir et qui n'arrive vraiment pas à tenir ce pays correctement. Jean-Roger Essonda, qui est un Camerounais, qui lui, dans ce livre, parle des voyages clandestins. Donc on n'est plus... Oui, en fait, il y a des gens qui arrivent clandestinement à Paris et on doit les faire passer en Angleterre. Nous sommes dans la même thématique, si vous voulez. Alors, pour Alema Bankou, Blanc, Blanc, Rouge, je crois que j'avais déjà... Oui, celui-là c'est un essai, mais celui-ci c'est un roman parmi ses premiers, donc Blanc, Bleu, Rouge. De nouveau, cette histoire des jeunes. En fait, ici, l'histoire est un peu... Elle se présente un peu autrement. Donc, il y a des jeunes Parisiens qui arrivent en Afrique, avec toute la frime nécessaire, n'est-ce pas, pour épater les autres jeunes Africains, et leur montrer comment Paris c'est le sommet, quoi.
Vous savez, ici d'ailleurs, il y a une histoire cocasse, parce qu'on parle des sapeurs. Il y a toute une culture comme ça dans les capitales africaines, et notamment surtout à Kinshasa et à Brazzaville. Et vous trouvez la même chose à Abidjan, etc. Donc, et cette culture vient de Paris, où il faut s'habiller extrêmement cher et organiser des séances où on va montrer la qualité de ses pantalons et de ses chemises, etc. Enfin, bref, vous connaissez un petit peu l'affaire. C'est Papa Wemba qui est un musicien congolais, un des musiciens congolais qui a répandu cette culture de la sape. Eh bien, c'est un peu le fond de commerce de ce roman, où on voit ces jeunes arrivant de Paris avec tout le clinquant, et ils embobinent les jeunes qui sont sur place en disant, évidemment, vous végétez ici, alors que là, c'est la lumière. Quand quelques-uns de ces jeunes arrivent à voyager à Paris dans les conditions que je ne vous raconterai pas, eh bien, ils découvrent la réalité des sans-papiers à Paris. Donc, les clandestins, les gens qui vivent au petit bonheur, la chance comme ça tous les jours, qui n'ont pas de papier, qui doivent galérer, même pour manger. Donc, là, c'est vraiment ce qu'on appelle les mirages de Paris. Mais en même temps, le titre reste vrai, extérieur choisi. Mais en même temps, quel extérieur, hein? Parce que ce qu'on voit compte en Afrique, et quand vous arrivez en Europe, sur place, c'est pas tout à fait la même chose. Alors voilà, donc ici je parlais de l'exil comme voyage originaire, que j'ai évoqué à un moment donné. Voilà ce que Patrice en dit, qui est francophone s'en va en France, et qui est anglophone débarque logiquement est important ici, en Angleterre. Manque d'inspiration? Que non, car c'est l'idée qui travaille dans les textes. Le croisement chiasmatique des chemins de l'émigration à partir de l'Afrique, comme nous le montre Majoub, j'ai parlé un peu de Majoub, semble encore impensable. Majoub qui lui s'attache au chemin. Parce que tous les auteurs sont encore inscrits dans le douloureux voyage originaire. Depuis 300 ans, les Africains répètent le voyage négrier. On explicite un peu plus, genèse du voyage originel. L'inscription historique de l'itinéraire avait déjà été faite par les négriers et leurs commanditaires à travers le commerce triangulaire, hein, le fameux commerce dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire que les produits américains étaient amenés vers l'Europe, les marchandises européennes étaient amenées vers l'Afrique, et de l'Afrique partait du bétail humain vers les Amériques. Les fameux esclaves, hein, nous sommes là au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, nous parlons de 1846 comme abolition de l'esclavage en France, donc c'est déjà au XIXe siècle. Alors, aux États-Unis et ailleurs, c'était pareil. Voilà. C'est ça que Patrice appelle le voyage originaire, c'est-à-dire, en fait, on continue un petit peu avec les lieux qui ont été des lieux des déplacements en masse des Africains par ce système de commerce, qu'on a appelé d'ailleurs la traite des êtres humains. La spoliation de l'Afrique s'est poursuivie à travers l'entreprise coloniale et néocoloniale, parce qu'on sait que sous la colonisation, pas grand-chose qui a changé du point de vue des déplacements des capitaux. C'était des êtres humains qui partaient, maintenant c'est les capitaux qui partaient sous la colonisation, qui partaient de nouveau vers l'Europe, et on ramenait des bricoles et des espèces des bibelots, hein, n'est-ce pas, pour... Tout le scandale est resté jusqu'aujourd'hui, et beaucoup d'écrivains africains en sont encore à cette réflexion de dire que en France c'est même beaucoup plus grave la réflexion, parce que les gens parlent de dédommagement. Il y a beaucoup de mouvements, surtout d'ailleurs venus des îles telles que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, où beaucoup de gens ont
ont ces idées de dire, enfin, c'est très bien que la France ait reconnu son esclavage, est très très bien tout ça. Mais ça a coûté, ça a été un coût pour les Africains et pour tous ceux qu'on a déplacés. Est-ce qu'il y a moyen de dédommager? Là, évidemment, tout se bloque quand il s'agit des sous. Voilà. Et bien voilà, nous avons là une structure, si vous voulez, la structure littéraire au-dessus se pose sur une structure historique, historico-culturelle, si je peux dire, qui est ce soubassement qui date d'ailleurs de loin. Donc il ne faut pas se leurrer. En Afrique, il y a toujours existé plus ou moins une forme d'esclavage, et notamment soutenue par les Africains du Nord, là, et même entre les Africains eux-mêmes, parce que c'est ce que Devoir de violence notamment raconte avec comment il s'appelle encore ce monsieur Yambo Logem, n'est-ce pas, dans Devoir de violence, il veut montrer que non seulement le fameux esclavage existait vers l'extérieur du continent, mais existait à l'intérieur du continent aussi, entre Africains eux-mêmes. Donc tout ça, c'est quand même des vérités que la littérature tient à révéler. Alors, les itinéraires n'ont pas fondamentalement changé. Les États-Unis, bien sûr, on sait que la plupart des esclaves aboutissaient là-bas, mais aussi dans toutes les Amériques. Toutes les Amériques, il faut toute l'Amérique du Sud, aussi bien au Brésil qu'ailleurs, n'est-ce pas? On sait que Liverpool a été un centre très, très sérieux du travail de la traite. Hein. C'est connu ça, Amsterdam, Berlin, etc. Alors, nous avons donc parlé du déplacement. Maintenant, il y a, comme je disais, le lieu d'arrivée, les lieux de départ et le chemin. Les lieux d'arrivée, dans les textes, nous avons, par exemple, ce souci de l'intégration. Ça veut dire, les Africains quittent, par exemple, leurs pays respectifs, Côte d'Ivoire, Congo, etc. Ils doivent aller vers la France, vers la Belgique, vers l'Angleterre. Un des gros problèmes qui se pose, c'est celui de l'intégration, la fameuse intégration. J'ai mis ici quelqu'un qui écrit des polars, si je peux dire, mais quand même des polars diffusés ou édités par Gallimard, entre autres, Le Serpent à plumes, qui est Achille Ngoy, un Congolais de Kinshasa, qui a pris l'habitude de mettre en scène des héros africains, même européens, et l'histoire se passe au bord de la Seine, donc à Paris. Voilà, là nous avons, si vous voulez, les romans qui concernent les lieux d'arrivée. Fatou Diom, c'est la même chose, mais vous avez toujours dans ces romans une espèce de référence à l'Afrique, d'une manière ou d'une autre. Soit par le héros lui-même, soit par certaines coutumes, etc. Pour ceux qui ont lu Fatou Diom, Inassouvi nos vies, elle raconte pourtant, je crois qu'il y a même une chronique là-dessus, elle raconte l'histoire, une histoire qui se passe dans un home de vieillards, où l'Africaine travaille, elle presse là-bas. Mais en même temps, on sent chez cette Africaine toujours ce désir du retour en Afrique, ou la nostalgie de l'Afrique. Comme si l'Afrique était portée en soi. Il y a quelqu'un qui l'a dit très très bien, c'est Tchikaïro Tamsi, que Henri Lopez, qui est un autre écrivain brazzavillois, congolais de Brazzaville, Henri Lopez, à un moment donné, quand il était encore ministre, il a toujours été multiministre au Congo pendant tout un temps, hein, il a eu de la chance, il est ambassadeur pour le moment. Contrairement aux autres écrivains congolais qui ont connu souvent des galères, hein, Soni Laboutansi, mais d'autres aussi, notamment Tchikaïro Tamsi. Henri Lopez disait à Tchikaïro Tamsi, mais pourquoi tu ne rentres pas finalement au Congo? Pourquoi tu ne reviens pas te réinstaller au Congo? Et lui qui répond, dit, toi tu habites au Congo, moi le Congo m'habite. Ce qui est un peu l'affaire de tous ceux dont je parle qui sont au lieu d'arrivée.
toi tu habites au Congo, mais moi le Congo m'habite. Donc j'ai une espèce de rêve ou de continent portatif que je trimballe partout où je vais, et que je n'oublie pas, et qui m'inspire. C'est surtout ça l'important, qui m'inspire. Parce que Tchikaya Outamsi, bien qu'il a quitté le continent africain depuis très très longtemps, je ne connais pas un seul de ses livres qui ne parle pas de l'Afrique. Et souvent d'ailleurs, il parle de l'Afrique aussi bien coloniale que pré-coloniale, avant même l'arrivée des Blancs en Afrique. Il a écrit des trilogies comme ça. Mais donc, voilà, ça c'est un exemple vraiment. Et cette belle formule, n'est-ce pas? Toi, tu habites au Congo, mais moi, le Congo m'habite. Et la plupart des écrivains auxquels nous avons affaire ici, même Samy Tchak, n'est-ce pas, qu'on a vu là quelques semaines avant, c'est un petit peu ce rêve qui vit en eux. Alors, Magui Kabamba, je mentionne cela parce que ça a un lien avec la Belgique, directement. Magui Kabamba est une Congolaise de Kinshasa, actuellement installée au Canada, et qui a écrit La dette coloniale. Non, le titre devrait être limpide pour dire, voilà, ce dont nous disions tout à l'heure, que la France devait payer. Alors, il raconte l'histoire des jeunes garçons qui sont arrivés ici en Belgique, justement, et qui font toute espèce de coups bas dans les magasins et ailleurs, parce que le but principal est de ramener un peu d'argent de la dette coloniale. Ça veut dire que ce qui avait été confisqué par les Belges pendant la colonisation, eux, ces garçons, viennent les récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais comme vous voyez, c'est des manières souvent très dérisoires d'aller piquer des habits dans un magasin et de dire, voilà, je récupère la dette coloniale. C'est un peu primaire. Mais c'est très intéressant, parce que alors on voit les rêves en marche de ces jeunes qui ayant quitté le continent africain avec le rêve du technicolore européen, arrivent ici et aboutissent dans des conditions absolument lamentables, où la plupart des temps, ils n'ont pas de papier. Quand ils en ont, ils doivent encore faire des études. Et quand ils ont fait des études, ils doivent encore trouver du travail. Alors on en retrouve certains qui sont tridocs, qui ont 5 licences. Pourquoi? Parce que dès qu'ils arrêtent les études, on doit les renvoyer chez eux. Donc ça devient des histoires... Magui Kabamba raconte tout ça. Et comme c'est en Belgique, je trouve que c'est assez parlant, quoi. Alors Gaston Polifa, qui est un Camerounais, là c'est toujours le lieu d'arrivée. Et quand je parle du lieu d'arrivée ici, c'est vraiment quelque chose qui, concrètement, lorsqu'on le lit, on n'a pas l'impression qu'on est en Afrique, et c'est vrai qu'on n'est pas en Afrique, mais on sent, même si on sent la présence de l'Afrique quelque part dans les allusions, mais on sent vraiment que l'auteur veut s'intégrer et intégrer sa vision et son imaginaire au lieu d'arriver. Ce n'est pas très simple, ce n'est pas très facile. C'est pas très facile. Mais il y en a qui par exemple, Gaston Eifa raconte l'histoire d'un professeur. Non seulement, c'est pas une histoire d'intégration, mais c'est l'histoire de l'intégration du professeur dans une école. Une école ici parce que les gens de l'école, le directeur, les autres profs n'acceptent pas son arrivée, ça commence à négocier, etc., avec des drames psychologiques. Wilfried Sondé, pour ceux qui l'ont lu, savent très bien que ça c'est vraiment le lieu d'arrivée. Mais on sent dans son texte, par exemple, les enfants, hein, les enfants, Léopard, c'est ça? Voilà. Le cœur des enfants, le cœur. Le cœur des enfants, Léopard. On sent dedans la présence d'une espèce d'ancêtre africain. Très peu décrit comme ça, mais parfois dans les rêves de ce garçon, quand son héros a été emprisonné parce qu'il a tué un policier. Et donc toute l'histoire se passe en prison, au fond, une espèce de ce qu'on pourrait appeler une analepse, hein, un retour en arrière, alors que la personne est en prison. Donc tout ce que nous voyons, c'est dans son imagination ce qui se passe. Et bien on a vraiment là l'exemple on sait que
Wilfried Sondé a grandi, il est arrivé à 5 ans en France, il a grandi dans les banlieues françaises. Et donc ce livre-là, c'est vraiment un livre sur les banlieues en France. Il en a produit un autre, comment ça s'appelle? Sur Berlin, comme ça. La berlinoise. Berlinoise, voilà. Berlinoise, et voilà. Ça, c'est encore de nouveau un roman centré sur Berlin. Bien sûr, avec des réminiscences, cette fois, parisiennes, même pas africaines. Donc, quand il a des réminiscences à Berlin, c'est de Paris. C'est à Paris qu'il pense. Il compare avec Paris. On voit très très peu de l'Afrique là-dedans. Oui, il y a une très belle métisse là-dedans, évidemment, qui nous vient de la Havane. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Voilà. Ce sont ces genres de références que j'appelle, n'est-ce pas, les références du lieu d'arrivée. Alain Mabanko, on en a déjà parlé, donc avec Bleu, Blanc, Rouge. Samy Tchak, si vous lisez Place des Fêtes, dont on a déjà évoqué. Il y a Max Lob, qui est un auteur, un jeune auteur camerounais, très intéressant, que j'ai découvert récemment, par exemple, avec la Trinité Bantou. Encore quelqu'un qui est parti d'Afrique, qui s'est installé en Suisse, et alors tout le roman raconte le parcours pénible d'intégration de ces garçons, aussi bien à la société suisse, la société, il appelle helvétique, bien sûr, Helvétie, il appelle ça l'Helvétie, mais tellement bien intégré d'ailleurs qu'il ajoute un thème qui est quand même assez intéressant du point de vue de l'Afrique, parce que c'est un thème en délicatesse avec la culture africaine. C'est le thème de l'homosexualité. Donc ce jeune garçon, Moana, qui s'appelle, n'est-ce pas, qui vient s'installer en Suisse et qui fait des brillantes études et qui n'arrive pas à attraper un boulot. Et alors, donc, il galère. Il y a une situation assez spéciale, parce que sa mère, qui est au Cameroun, avec qui il est en relation, tombe malade. Plus elle est malade, plus le garçon galère pour trouver du travail. Elle vient se faire soigner en Suisse. Le jour où elle décède, ou presque la semaine où elle décède, le gars signe un contrat à durée indéterminée. Donc on a là aussi une structure assez étrange, où on a l'impression qu'il faut qu'il se libère de sa mère, et qu'il se libère de l'Afrique, pour qu'il puisse s'intégrer finalement. La mère ici représentant l'Afrique, évidemment, parce que mère, terre, mère, hein, on peut continuer l'analogie. Et donc là, c'est vraiment très intéressant du point de vue symbolique, ce fameux roman, évidemment, avec cette question de l'homosexualité, que d'ailleurs, la mère, de manière assez remarquable, prend avec beaucoup de philosophie. D'abord, elle s'énerve et elle lui dit des choses méchantes, et puis finalement, elle lui dit, bah, écoute, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, d'ailleurs, passe-moi le garçon, je vais lui dire bonjour et tout ça. Voilà. C'est assez étrange. Alors, nous avons maintenant, nous avons aussi les romans du lieu de départ, et là, nous sommes dans la nostalgie pour l'Afrique, j'en ai suffisamment parlé. Pour ceux qui ont lu Petit Piment, qui est parmi les tout derniers romans récits d'Alain Mabanko, nous sommes là, si vous voulez, dans les lieux de départ. Ça veut dire qu'on a quitté l'Afrique, mais l'Afrique ne vous a pas quitté. Et on l'a, alors tous ces gens-là, Inco, les gens Bofam, et bien Bofam, jusqu'ici, tous ces romans qu'il produit, leur terrain de chasse, aussi je peux dire, leur terrain d'évolution, c'est l'Afrique. Les allusions à l'Europe sont absolument minimes. C'est à des genres, des trucs comme le fameux petit pygmée de ce roman de M. Bismarck, là. C'est juste une allusion à la mondialisation et à Léopold II.
serait. Sinon, pour le reste, c'est vraiment l'Afrique qui est en marche. Or, Bofan est installé ici depuis longtemps. Mais dès qu'il met une vision en place, cette vision est entièrement africaine. Ce qui, quelque part, est très intéressant aussi. Parce que ces romans se vendent, ces romans se lisent. Ici, d'ailleurs, avant même qu'ils ne soient lus en Afrique, parce que, bon, au prix où coûtent les romans produits ici en Afrique, je ne vois pas beaucoup d'Africains les lire comme ça spontanément à leur sortie. On doit passer par des bibliothèques, on doit passer par ceci. Et pourtant, il vient d'ailleurs d'avoir le prix des 5 continents pour son dernier livre. C'est des 5 continents? Oui. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui va encore booster les ventes. Et, Congo Inc., le tout dernier ouvrage qu'il a écrit. Voilà. Et là, aussi bien dans Mathématiques congolaises que dans Congo Inc., on a vraiment des problématiques africaines. Ce qui est intéressant, quand j'ai dit lieu de départ, c'est-à-dire, au fond, les Africains trouvent aujourd'hui que les intrigues situées en Afrique ont autant de valeur que les intrigues situées ailleurs. Nous, on a appris le français en Afrique à partir des romans de Stendhal et de Balzac et que sais-je. Pendant tout le temps, c'était nos modèles d'écriture. Nous avons été nourris, j'allais dire, à ce sein-là, culturel-là. Ça se ressent encore d'ailleurs dans beaucoup d'écritures aujourd'hui des Africains d'un certain âge. Il y en a qui parlent comme des livres. Parce qu'ils utilisent les tournures écrites à l'oral. Donc, nous, on apprenait le français, non pas comme on l'apprend ici, en l'écoutant, en l'entendant à la télé, ou etc. Nous apprenions le français à partir des structures écrites. On nous donnait un exemple, le bon français de Stendhal, de Balzac, de Maupassant, et du grand Victor. Voilà. Et nous pensions que comme Victor écrivait, c'est comme ça que nous devions parler. Or, nous avons une très très grande différence, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, entre le français écrit et le français oral. C'est comme ça que... Moi, je suis très sensible à cette problématique parce qu'à un moment donné, j'ai été professeur de français et que j'avais comme souci principal de désaliéner les gosses, ceux qui étaient en première année, deuxième année secondaire, de leur enseigner le français oral, pas le français écrit d'abord, le français oral. J'ai failli être chassé de l'enseignement parce qu'on m'a reproché que je dévaluais le français. C'est vous dire. Voilà. Alors, Camara et l'enfant noir, on en a déjà parlé. Donc là, nous sommes ici dans le, si vous voulez, la nostalgie du lieu du départ. Hein. Je ne suis pas en Afrique, mais l'Afrique m'habite. Voilà un petit peu le résumé. Patrick Nganang lui-même, avec Mon Plaisant, c'est un de ses derniers textes, romans, où il raconte... C'est un très beau texte où il met en scène une vieille dame africaine au XIXe siècle et qui est en train de raconter l'histoire du Cameroun. Mais c'est vraiment magnifique, magnifiquement écrit, quoi. Mais là, non seulement l'Afrique vous habite, mais l'Afrique millénaire vous habite. Et beaucoup d'écrivains aujourd'hui se retrouvant en Europe ici, quand ils commencent à écrire, ils écrivent non seulement sur l'Afrique, mais parfois sur l'Afrique ancienne, comme ça. Par exemple, Mongobetti, un de ses romans, Remember Ruben. Ruben Nyobe, c'est un des héros de l'indépendance camerounaise. On sait que les indépendances africaines souvent ont été octroyées, quasiment sans combat. Bien sûr, il y avait des combats culturels, etc. Mais je ne peux pas dire comme ça qu'il y avait beaucoup de maquis en Afrique. Mais au Cameroun, il y a eu des maquis. Bon, l'Afrique du Nord aussi, mais au Cameroun, il y a eu des véritables maquis où des gens se sont retirés dans des régions reculées pour s'armer et attaquer le pouvoir colonial. Et c'est une des histoires que raconte justement
Mongo Betty, donc Mongo Betty ou Ezamoto, il a beaucoup de surnoms comme ça, mais en fait son nom c'est Alexandre Bihidi. Ceux qui ont lu un parmi les derniers de Fatou Diome, donc Celles qui attendent, parmi ces derniers romans, où il y a l'histoire de ces Africaines qui, toujours dans ce rêve technicolore occidental, payent à leurs enfants un voyage en pirogue, se rendent aux îles Canaries et puis ils aillent en Europe. Évidemment, elles attendent en Afrique le retour hypothétique de ces enfants, sinon une aide quelconque venant des pays de cocagne. Mais là, Fatou Diome fait de nouveau un retour, n'est-ce pas, sur le terrain. Il va raconter l'histoire de ces vieilles mamans africaines habitant au Sénégal, et sur une île d'ailleurs. Hein. C'était un peu une histoire, toujours comme chez Fatou Diome, un petit peu autobiographique. Parce que ça, comme vous le savez, il a grandi sur une île avec sa grand-mère. Et alors, Emily Boom, qui est une écrivaine camerounaise que j'ai découverte aussi il y a quelques semaines grâce à Dominique. Et elle aussi raconte l'histoire, et alors l'histoire romancée, si vous voulez, de ce fameux Oumniobé. Il faut dire qu'il a marqué l'histoire camerounaise pour que tout le monde, voulant rentrer un petit peu dans l'histoire camerounaise, doit passer par ce fameux Oumniobé, l'opposant colonial à la France, qui a été assassiné de manière d'ailleurs absolument honteuse par l'armée française. Alors, la conclusion de Patrice par rapport à la littérature du lieu d'arrivée et du lieu de départ, il dit « Nous, Africains, ne voyageons pas encore, nous émigrons. » Manifeste d'une nouvelle littérature africaine. Comme je l'ai dit au départ, j'ai nuance un peu, c'est de moins en moins vrai. Mais quand même encore, hein, nous sommes encore d'ailleurs. Hein, lorsqu'on montre des images à la télévision, nous sommes toujours dans l'immigration ou l'émigration. Enfin voilà. Voilà pourquoi la littérature africaine est encore rivée, accrochée au lieu du départ et au lieu d'arrivée, comme nous venons de le voir. On cherche tout pour aller en France ou en Belgique ou ailleurs. Dès qu'on y arrive, on retourne à l'Afrique dans la pensée, et les univers qu'on plante sont souvent des univers par rapport à ici exotiques. Alors très peu au chemin lui-même, et le chemin, je vous rappelle, je n'en ai pas beaucoup vu en dehors de Jamal Majou. Alors, rapidement, les autres configurations spatiales, le chemin, donc là d'où je viens, je vous conseille ce livre. Il a une ampleur remarquable, mais c'est vraiment quelque chose de foisonnant. Et ce monsieur qui traverse l'Europe avec son fils dans une espèce de voyage initiatique et qui explique l'Europe à son enfant. Eh bien, je vous dis que ça vaut le détour. Hein. Il passe par la France, par l'Allemagne, la France, et puis ils aboutissent en Angleterre. Et en même temps, il rappelle l'histoire. Autant l'histoire européenne que l'histoire, par exemple, orientale, parce qu'il est musulman, donc il parle du pays de... Enfin, il évoque aussi la présence arabe en Espagne. C'est vraiment le roman du voyage. Magnifique roman, très très bien écrit. Alors, se libérer du lieu de départ. Gaston Polifa, c'est quand même... son histoire est un peu... C'est toujours quelque part aussi autobiographique. C'est un jeune homme qui, je crois, enfant d'une deuxième femme à quelqu'un au Cameroun, mais qui a été confié très tôt aux sœurs, aux bonnes sœurs, pour être élevé. Cette histoire l'a traumatisé d'être séparé de sa mère si tôt, et on dirait que dans son écriture, il en a toujours voulu un peu à la mère, à la famille africaine,
Et si nous lions de nouveau, de manière symbolique, la mer en tant que terre, il y a une espèce de méfiance envers l'Afrique, pour ainsi dire, dans son écriture. Mais je l'ai évoqué tout à l'heure à partir de la salle des professeurs, donc c'est lui qui a écrit cela. Alors, dans Henri Lopez, je voulais ici citer quelque chose de Henri Lopez dans son livre L'autre rive. Son héroïne, Marie-Madeleine, ouais, évidemment, ça c'est très prédestiné, hein, une artiste peintre congolaise, décide de s'exiler et elle ne va pas, elle ne prend pas le chemin originaire, mais un peu de biais. Elle s'exile et s'installe en Guadeloupe. Donc nous sommes sur les traces du chemin originaire quand même. Voici ce qu'elle en dit. J'y ai appris le monde comme jamais nulle part auparavant. Je m'y suis enrichi, j'ai regardé au fond de moi et j'ai mieux saisi mon pays. C'est là-bas que j'ai compris la fécondité de la solitude pour apprendre à réfléchir et à créer. Donc là, nous sommes évidemment dans un thème vieux comme l'humanité, le voyage qui forme. Mais ici, on voit très clairement cette histoire. Au lieu d'aller en France, il va en Guadeloupe, qui est évidemment un département français. Mais quand même, les écrivains des îles ne sont pas des écrivains français. On ne les appelle pas des écrivains français. C'est des écrivains caraïbéens ou je ne sais pas quoi, mais leur première appellation n'est pas... c'est pas la France qu'on cite en premier. Gaston Polefa, nous, enfants de la tradition, donc il est toujours sur le même thème, évidemment. Là, il s'agit d'un bonhomme qui est installé en France et qui doit faire vivre toute sa famille au Cameroun. Donc le bonhomme, il passe ses journées entières à envoyer des mandats et des trucs comme ça, il en a marre. Donc c'est un peu l'influence, vous voyez, l'influence, comme on a la réputation africaine comme ça de la solidarité. Mais chez lui, manifestement, il le vit très mal. Il vit très mal cette solidarité parce qu'il est constamment relancé par un cousin, une cousine, une tante, un oncle. D'ailleurs, on le menace de tout en disant si tu ne les aides pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais cette fois, du côté de la nuit. Donc voilà, nous les enfants de la tradition. Hein? Tradition. L'oubli du chemin et du lieu du départ. Je me suis un petit peu avancé en citant Marie Ndiaye, parce que Marie Ndiaye, justement, est de père sénégalais et de mère française. Pendant tout un temps, Marie Ndiaye a écrit ses romans comme si la partie africaine n'existait pas. D'ailleurs, elle les disait dans des interviews que son père l'a laissée, elle avait 5 ans, je ne sais pas quoi. Elle a fait un voyage quand elle avait une vingtaine d'années au Sénégal, ça l'a complètement traumatisée de voir la réalité africaine. Elle était traumatisée. Donc, tous ces romans, tous ceux qui ont eu des prix, ont été basés, si vous voulez, sur des intrigues se passant ici. Puis tout d'un coup, comme ça, je ne sais pas si c'est parce que Sarkozy est arrivé et qu'elle s'est exilée en Allemagne. Donc, elle a eu un exil sérieux à ce moment-là, parce qu'elle avait décidé que si Sarkozy était élu, elle partirait de la France. Mais elle n'est pas allée en Afrique, évidemment. Elle est allée s'installer en Allemagne. Et ces 2 derniers textes, en tout cas que moi je connais, sont rentrés dans une espèce de remémoration du souvenir de l'Afrique. Et là, c'est assez extraordinaire, parce qu'elle écrit des très très belles choses, notamment sur une grand-mère africaine, etc. C'est pour ça que j'ai dit ici, l'oubli du chemin est parfois même du lieu de départ. Entendu qu'elle n'est pas née au Sénégal, bien sûr, mais en même temps, donc, ayant son père, et comme son père est parti très tôt, tout ça est devenu très mythique. L'Afrique est devenue une espèce de mythe. On le voit d'ailleurs dans le roman qu'elle ramène, où l'Afrique revient, que c'est vraiment une espèce de mythe lointain, allez, qui met de la sauce dans l'intrigue. Ou alors, le retour problématique, pour ceux qui ont lu l'Isaoé de Théo Alaniso, n'est-ce pas, qui revient dans son pays et qui est pris dans une espèce d'intrigue locale assez dure,
Je vous cite ces mots, je ne vais pas tout le temps vous raconter l'intrigue, espérant de tout mon cœur que vous vous mettiez à fouiller les bibliothèques. Mais voilà des belles suggestions justement de lecture au cas où vous vouliez bien commencer quelque part. Alors Saint-Benoît Ousmane, ça c'est le cas de beau pays nombreux peuples qu'on connaît, n'est-ce pas, ce garçon qui va étudier en France et puis qui revient avec une femme blanche. Et il arrive en Afrique, évidemment, il est très très mal reçu. Il veut commencer à produire. Saint-Benoît Ousmane est un socialiste, presque un communiste, donc on est là dans une entreprise de révalorisation économique de l'Afrique et tout, et bien, un complot ourdi par certains membres de sa famille font que le monsieur est tué, est assassiné. Donc ça, c'est vraiment des retours problématiques, si je peux dire. On a quitté l'Afrique, l'Afrique vous a habité, vous êtes revenu en Afrique, même en ramenant une femme française, parce que vous vouliez lui faire reconnaître les valeurs africaines, et voilà, vous arrivez en Afrique, vous êtes assassiné par les membres de votre tribu, de votre région. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe avec Samba Diallo dans l'aventure ambiguë, quand il rentre au Sénégal. Il est tué par un fou. Alors, le retour impossible, je vous signale Nouroudine Farah, qui est un Somalien et qui a été traduit en France, je ne sais plus chez qui, mais il a été traduit chez Zoé notamment, mais chez d'autres aussi. Immense écrivain somalien, vous savez que la Somalie comme pays a quasiment disparu. Et c'est ce qu'il raconte un peu. Dans ses derniers livres de 2004 et de 2007, où il invoque quand même la dictature de Siad Barre, qui est l'ancien président, le tout dernier président. Quand il a été tué, ben, la Somalie est partie en sucette parce que on n'a plus jamais eu un président en place de manière normale, quoi. Voilà ce qu'il dit, et c'est très intéressant. Dans Hier, aujourd'hui, qui est un livre autobiographique, voilà encore un écrivain en errance, quoi. Il a mis comme point d'honneur de ne jamais s'exiler en Europe. Ben, il a étudié en Inde, il a étudié en Angleterre, il a étudié en Allemagne et tout ça, mais il a toujours voulu rester en Afrique. Donc il est tantôt au Nigeria, tantôt en Afrique du Sud, enfin dans les pays, j'allais dire, anglophones. Au Kenya, en Ouganda, etc. Alors il dit dans ce livre comment y retourner puisqu'il n'y a plus de pays là-bas. Et alors évidemment, nous sentons Baudelaire derrière, là tout n'est qu'anarchie, chaos, viol, mort absurde et folie meurtrière. Donc voilà quelqu'un qui non seulement porte le pays dans son cœur, mais le pays même qu'il porte dans son cœur a disparu, a explosé. Retour impossible. Alors, ni lieu de départ, ni lieu d'arrivée. Et là, vous avez tous les romans écrits par les Africains, mais qui n'ont plus comme champ ni l'Europe, ni l'Afrique. Par exemple, quelques romans de Sami Tchak, Hermina à la Havane, Abdurrahman Maberi, La Divine Chanson aux États-Unis, mais on sait que l'autre roman de Sami Tchak aussi se passe à Bogota et tout ça, voilà. Donc ça, ce sont des romans. En fait, ces écrivains se sont intégrés à un espace culturel, ils ne se sentent plus obligés de rappeler le chemin originaire, qu'ils soient les lieux d'arrivée ou les lieux de départ. Ils sont ailleurs, ils écrivent. C'est d'ailleurs la même chose que notre ami, les jeunes que j'ai cités, Sonnet, Wilfried Sonnet, par exemple, avec son roman qui se passe à Berlin, berlinois, justement. Et les derniers romans de Waberi, donc La Divine Chanson, où il s'agit d'un jazzman noir américain, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe aux États-Unis, qui n'a plus des véritables références identitaires par rapport à l'Afrique. Alors les lieux démultipliés, je donne l'exemple de Kossi, mais il y en a bien d'autres, Kossi et Fruit, dans la fabrique des cérémonies, où le héros commence en Russie, et puis en France, et puis au Togo, mais on est dans une espèce de voyage et d'ancrage multiple.
On n'a plus vraiment de références identitaires par rapport au chemin originaire. L'écrivain africain se débarrasse, si vous voulez, de cette gangue qui ne le poussait qu'à parler de l'Afrique et à parler de la colonisation, de l'ancienne colonie et tout ça. Voilà. Alors, dans l'exil comme situation de l'écrivain, je vais juste vous lire ça, je pense que ça résume tout. Parole d'auteur, l'exil est devenu notre véritable pays. Un exil intérieur et le plus souvent extérieur. À l'étranger, nous trouvons les outils qui nous aident à penser la guerre et la paix, la littérature et la société. Cependant, aucun essai littéraire n'est encore venu synthétiser cette expérience. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà que Nimrod y pense, du moins dans l'espace francophone. Au fond, il m'importe bien peu de savoir d'où j'écris. L'exil est devenu ma demeure. Là s'arrête mon essai d'autodéfinition. J'écris d'un pays d'exil. Les registres dans lesquels je m'illustre y contribuent grandement. Ça, c'est Nimrod. Samy Tchak. Nous le savons, nous connaissons le problème. Un public naturel, une nation, une langue constituent des bases de l'épanouissement de toute littérature et nous n'en avons pas. Il exagère un peu, enfin. Ce serait donc encore plus ridicule de prétendre qu'une telle situation, ça veut dire la situation d'écrire en exil, n'influe pas sur nos thématiques et sur nos esthétiques. Moi, je trouve ça très important comme réflexion. N'influe pas sur nos thématiques et sur nos esthétiques, sur les décisions des éditeurs, au sujet de nos manuscrits, sur le choix des libraires et des critiques, sur nos propres stratégies, discours et postures. Franchement, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait vraiment ceci, comme description de la situation délicate qu'on a avec les écrivains de la diaspora. C'est dit avec une intelligence incroyable, cette affaire, parce que ça tient à tout. Ça tient aux éditeurs, ça tient aux écrivains, ça tient au public qui doit lire et tout. À la conclusion de Boubacar Boris Diop, pour la langue d'écriture, certains qualifient le français de butin de guerre coloniale, hein, alors que d'autres le désignent comme le lieu par excellence de l'aliénation de la culture africaine. La discussion est encore en cours aujourd'hui. On n'a pas encore bouclé ce dossier. Doit-on écrire en français ou en langue africaine? Pourquoi dans les deux cas? Ou pourquoi pas? Voilà ce qu'en dit Boubacar Boris Diop. Même s'il existe une production très ancienne et de grande qualité dans les langues africaines, Swahili, Wolof, Yoruba, seuls sont considérés comme des vrais écrivains ceux qui utilisent le portugais, l'anglais ou le français, ou bien les langues coloniales. Le débat linguistique est si omniprésent en littérature africaine qu'il en est un des traits distinctifs. C'est aussi lié. C'est dans quelle texte que tu dis ça? De Boubacar, ah oui, ça c'est une très bonne question. En fait, c'est dans un article qu'il a écrit pour les sites Liftafka. Je crois que l'article se trouve sur les sites. Ah oui, vous avez vraiment intérêt à le lire. Il se trouve sur les sites. Voilà. Pour conclure, Boubacar Boris Diop, nous appartenons à nos nations respectives, à un certain nombre de pays voisins et au monde. Issus des États coloniaux, nous vivons simultanément dans nos pays et en France, au Royaume-Uni, au Portugal et aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes des transfrontaliers. Là, hein, ça nous rappelle drôlement notre ami Léonore Amiano, avec habiter la frontière, n'est-ce pas? Nous sommes des transfrontaliers. Il est temps d'assumer pleinement cette donne. En fait, cette affaire nous ramène, n'est-ce pas, aux problèmes identitaires que nous avons vus dans la première conférence. S'ouvrir, le métissage, etc. Nous sommes là-dedans. Et la boucle est ainsi bouclée, comme je disais, sur l'hybridation et la traversée des frontières, concept cher à Léonore Amiano. Voilà, et j'ai terminé. Merci. Oui. 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 Mais je dois dire que la plupart des langues africaines ont été fixées d'abord par des dictionnaires coloniaux.
Et d'ailleurs, la plupart des temps, c'était des missionnaires. Parce que, comme vous le savez, leur objectif principal était de persuader, de vaincre et de convaincre. En religion, bien sûr. C'est ainsi que les premières grammaires que je connais en Kikongo, en Chiluba, notamment par exemple au Congo, c'est des grammaires faites par des missionnaires. Mais c'était la même chose au Cameroun, c'était la même chose. Au Sénégal, c'est une autre situation. Parce que le Sénégal a quand même eu beaucoup d'écriture déjà, de beaucoup de textes écrits en langue arabe. Voilà. Les linguistes africains ont commencé à étudier les langues africaines, ils ont développé des outils assez performants. D'ailleurs, beaucoup sont en ligne, je ne sais pas s'il faut payer ou quoi, quelque chose. Parce que je sais par exemple qu'à l'université de Gand, avec le professeur Kabuta, il a développé tout un dictionnaire en ligne, mais on essaye de sortir en papier, mais c'est des briques et on ne sait pas, ça coûte cher, quoi. En tout cas, en ligne, il y a quelque chose de très performant qui est enrichi chaque année. Et c'est ça, et ce qu'ils ont fait, c'est quand même incroyable. Ils ont pris tous les bouquins de Chiluba qui traînaient et ils les mettaient dans l'ordinateur. Puis alors, avec un logiciel, ils ressortaient ça et ils commençaient à expliquer. Le travail a été fait sur le Kikongo, a été fait évidemment sur les langues du Cameroun. Le travail est encore beaucoup plus loin dans les autres aires linguistiques, surtout dans l'ère anglophone. Parce que comme vous savez, les anglophones ont été colonisés sous ce qu'on appelle l'indirect rule. Ça veut dire le colonisateur n'entrait pas vraiment directement en relation avec les populations locales. Il passait par un chef, le chef local, et c'est avec le chef traitait avec ses sujets. Et le colonisateur traitait avec le chef. Ce qui fait que, je peux dire, l'aliénation ou le fait d'être dépersonnalisé, un petit peu comme les gens de la négritude se sont plaints, ça a été moins dans le côté anglophone que dans le côté francophone. Ce qui fait que chez eux, ils ont développé très tôt des outils sur leur langue. Vous avez des très très grandes langues de communication africaine. Je veux dire ici, vous vous souvenez qu'à un moment donné, pour ceux qui étaient là au début, on a parlé des langues intertribales et des langues intratribales. Vous vous souvenez de ça? C'est de ça qu'on a vu au début. Là. Eh bien, tu n'étais pas là, je pense, etc. Donc, on a ce qu'on appelle les langues vernaculaires, et puis les langues véhiculaires. Moi, je parle ici surtout des langues véhiculaires, qui sont d'ailleurs la plupart des temps des langues nationales dans le pays, ou de langues officielles. Alors, au centre de l'Afrique, vous avez le Lingala, bien sûr, le Kikongo, le Swahili. Et le Swahili, mais alors c'est énorme. Hein. Si vous connaissez le Swahili, vous pouvez voyager dans tout l'est de l'Afrique, pratiquement jusqu'en Somalie. Parce qu'il y en a encore là. Alors, vous avez les Yoruba, le Peul, le Haoussa. Ça, ce sont des très grands, parce qu'elles sont interrégionales. Elles ne concernent pas qu'un pays. Le Lingala, il y a eu un travail fait à Paris, intitulé Bago. D'ailleurs, il est sorti en livre. C'est de nouveau une 1000 pages. Sorti par un chercheur, un linguiste congolais. Installé à Paris, il est mort malheureusement, mais c'est vraiment un savant soldat. Il est mort il y a 2-3 ans. Mais il a eu le temps de sortir. Ça s'appelle Bago, B-A-G-O. Si tu tapes sur Internet, tu dois pouvoir retrouver ça. Je pense qu'il y a même des versions publiées qui ont été vendues. Plutôt du côté écrivain, hein, auteur. Parce qu'il a écrit des romans en lingala. Et surtout, il est parti du point de vue de la production esthétique, mais il a élargi son champ d'action, si je peux dire, parce qu'il a pris à cœur, il a été fait une thèse à Gand, d'interprétariat, des choses comme ça, et donc c'est quand même étonnant de quelqu'un qui vient de la chimie. Je ne sais pas par quel miracle il est devenu chercheur linguistique et il a fait un travail sur le lingala.
Et je l'ai vu au Congo quand j'étais là il y a 2 mois. Toujours éditeur, hein, parce qu'il a non seulement il écrit, mais il diffuse des écrits, et surtout en lingala d'ailleurs aussi. Non, mais lui, on dirait un apôtre, quoi. Hein, c'est vraiment un apôtre du lingala. Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu ses romans. Fakumputu, par exemple, je ne sais pas. Fakumputu, c'était un magnifique roman, malheureusement écrit en lingala. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'écrivains africains écrivent en français. Parce qu'ils n'ont déjà pas un public, je veux dire, très étendu. Alors, s'ils écrivent en lingala, ça veut dire que même parmi les Congolais, il n'y a que ceux qui maîtrisent le lingala qui peuvent le lire. Or, tout le monde ne connaît pas le lingala au Congo ni au Congo-Brazzaville. La plupart du temps, aujourd'hui, on a plusieurs formules, parce que, n'est-ce pas, la libéralisation est arrivée là aussi. Vous avez des écoles pure et dure qui ont un programme, ce qu'on appelle métropolitain. Ça veut dire, dès l'école maternelle jusqu'à l'université, c'est en français que ça se passe, ou en anglais, ou en je ne sais pas quoi. Ça, c'est l'école métropolitaine. Mais l'école de la République, l'école de l'État, normalement, notamment, je prends le cas du Congo, jusqu'en 6e primaire, il y a des rudiments de langues africaines. Mais vous savez, vous prenez un pays comme le Congo, Kinshasa, c'est l'exemple que je connais le mieux, mais le Cameroun et partout c'est la même chose. Vous avez 200 langues, oui, enfin, 200 dialectes ou langues, enfin voilà. Et donc il faut trouver déjà une formule pour diminuer un peu le nombre de ces langues, parce que c'est pas possible quoi. Et donc on a choisi 4 langues nationales. Il faut pouvoir enseigner ces 4 langues et sortir le matériel pour ces 4 langues nationales. Ce n'est pas toujours évident non plus. Donc voilà pourquoi c'est par région. Si tu es au Katanga, tu étudies en Swahili. Si tu es à Kinshasa, tu étudies en lingala. Si tu es au Bandundu, tu étudies en Kikongo. Ce sont les rudiments jusqu'à environ 5-6e primaire. Et puis après, évidemment, tout le monde bascule en français. Surtout à l'école secondaire, on bascule en français. Parce que la question n'est pas seulement externe par rapport aux langues coloniales. La question est aussi interne. Parce que beaucoup de gens ont des réticences, déjà entre eux, à vouloir apprendre à l'école les langues des autres, si tu veux. Et certains se demandent pourquoi leur langue n'est pas reprise dans les langues qu'on apprend. Donc ça devient une discussion qui quitte le domaine linguistique, hein. Ça devient un problème culturel. Donc là, évidemment, ça peut déraper.